Bienvenue. Aujourd'hui, on va tenter de naviguer dans le monde, disons-le, assez complexe des personnalités toxiques. Pour y voir plus clair, on va s'appuyer sur plusieurs analyses et sources de référence. Le terme pervers narcissique, il faut bien l'avouer, il est devenu un peu un mot valise. On l'entend tellement partout, que ce soit dans les magazines, dans les séries, qu'à la fin il en perd un peu son sens. On ne sait plus trop de quoi on parle. D'ailleurs, chez les professionnels, c'est un terme qui fait énormément débat. Certains, comme la psychologue Emmanuelle Laurent, vont même jusqu'à dire que c'est un pléonasme. Un pervers est déjà narcissique par essence. Finalement, on parle juste de perversion. C'est peut-être moins vendeur, mais c'est plus juste. Et ça nous amène à une question de fond. Et si en fait, toute cette confusion venait du fait qu'on essaie de faire rentrer deux profils, deux poisons émotionnels très différents, dans une seule et même boîte? Alors justement, commençons par décortiquer le premier profil, celui du pervers narcissique. Pour bien le saisir, il faut vraiment se l'imaginer comme un prédateur psychologique. Ce qui le définit, c'est pas juste un besoin d'être admiré. Non, ça va bien plus loin. C'est le plaisir quasi sadique qu'il tire de la souffrance de l'autre. En fait, il se nourrit de sa victime pour combler un vide intérieur abyssal. C'est comme ça qu'il existe. Et attention, la relation avec un PN, ce n'est pas du tout un chaos aléatoire. C'est un cycle, un mécanisme bien huilé. Ça suit 4 étapes très précises. D'abord, une idéalisation intense, ce qu'on appelle le love bombing, puis la dévalorisation, le rejet brutal, et enfin la tentative de récupération. Tout est calculé pour garder le contrôle. Maintenant, passons à un tout autre profil, beaucoup plus diffus, celui que le chercheur Christophe Haag nomme l'enflure toxique ou le contaminateur. Là, on change complètement de paradigme. Il ne faut plus penser à un prédateur qui chasse une proie. Non, imaginez plutôt un agent pathogène, un virus qui vient infecter tout un environnement, que ce soit une équipe au travail ou une famille. Son but, c'est la contagion. Ces méthodes sont donc bien plus subtiles. On n'est plus dans une destruction frontale, on est dans la pollution lente, systémique du climat émotionnel. L'arme favorite, l'accumulation de petites piques, de micro-agressions qui, jour après jour, font des dégâts considérables. Donc, pour résumer, la vraie différence, elle est là. La cible et l'objectif. Le prédateur, lui, isole et anéantit une seule personne, en général dans la sphère privée. Le contaminateur, au contraire, démoralise tout un groupe et ça se passe souvent au vu et au su de tout le monde. Et qu'on ait affaire à l'un ou à l'autre, le résultat est malheureusement le même. Un bilan psychologique lourd, durable. Des blessures qui ne se voient pas mais qui sont terriblement réelles. Et même si, d'après les sources, les vrais pervers narcissiques pathologiques ne représenteraient qu'une toute petite partie de la population, il ne faut surtout pas sous-estimer leur impact. Comme le dit très bien la psychothérapeute Alexandra Lecar, une seule personne peut faire des dizaines de victimes collatérales. L'onde de choc est immense. Bon, alors face à tout ça, face à des comportements aussi tordus, comment savoir? Quel est le signal d'alarme le plus fiable? Eh bien la réponse, il faut la chercher à l'intérieur de soi. Là-dessus, toutes les sources convergent. Le baromètre le plus juste, c'est notre propre état émotionnel. Si, après une interaction avec quelqu'un, on se sent systématiquement vidé, confus, découragé, anxieux, c'est ça le vrai signal. Apprendre à faire confiance à cette boussole interne, c'est vraiment la première étape cruciale pour se protéger. Ok, maintenant qu'on sait un peu mieux les identifier, la question qui se pose, c'est concrètement comment on se défend. On va voir ensemble quelques stratégies pratiques d'autodéfense psychologique. Pour faire face à la toxicité, il n'y a pas une seule solution, mais plutôt une approche à plusieurs niveaux. Ça peut aller de la petite tactique pour désarmer une attaque sur le moment, jusqu'à des stratégies de fond sur le long terme pour renforcer sa propre résilience. L'idée, c'est d'avoir plusieurs outils dans sa boîte. Prenons un exemple. Une tactique de niveau 1 face à une enflure toxique, c'est ce qu'on pourrait appeler la réponse Aikido. Au lieu de se défendre ou de se justifier face à une pique, on acquiesce et même on en rajoute avec humour. Ça a un effet complètement déstabilisant parce que ça casse le scénario de l'agresseur. Mais soyons clairs, que ce soit pour le prédateur ou le contaminateur, quand le coup émotionnel devient trop lourd, les experts sont unanimes et leur conseil est d'une simplicité radicale. Fuyez. Partir, ce n'est pas un aveu de faiblesse, c'est un acte de survie, d'autopréservation. Et dans le cas spécifique du pervers narcissique, il y a une règle d'or absolue pour s'en sortir. Le no contact. Zéro contact. C'est la seule et unique façon de couper le lien d'emprise et de priver le prédateur de ce dont il se nourrit. Tout ça, ça nous laisse avec une dernière question. Une sorte de réflexion à méditer. Et si la meilleure défense, au final, c'était de faire un audit régulier de son propre écosystème relationnel, se demander lucidement qui me donne de l'énergie,
et qui au contraire me la pompe. Savoir faire ce tri n'est pas juste une question de bien-être, c'est peut-être l'une des compétences les plus vitales aujourd'hui.